Une femme de 21 ans est admise dans un hôpital. Son père, un amiral, a dépensé tout ce qu'il avait pour l'y amener. Les meilleurs médecins, le meilleur équipement, et chaque seule nuit sans faute, elle criait. Le moment où sa tête touchait l'oreiller, elle criait. Les médecins ont fait tous les tests, IRM, bilan sanguin, tout est revenu normal. Ils ont dit à son père que c'était le deuil. Ils lui ont dit que c'était le stress. Ils lui ont dit que la douleur de sa fille n'était pas réelle. Mais une infirmière calme, travaillant à temps partiel à cet étage, elle a vu quelque chose que personne d'autre n'avait pris la peine de chercher. Et une nuit, quand le couloir était silencieux et que personne ne regardait, elle a fait quelque chose que personne d'autre n'osait faire. Elle a pris cet oreiller et elle l'a ouvert. Qu'y avait-il à l'intérieur? Ce qui avait été pressé contre la fille de l'amiral chaque seule nuit vous rendra malade. Restez parce que cette histoire est sur le point de devenir très sombre. Avant que nous continuions, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne et faites-nous savoir d'où vous regardez dans les commentaires. Profitez de l'histoire. Il y a des vies qui changent silencieusement. Aucun moment unique, aucun événement dramatique que vous pouvez pointer du doigt et dire « le ». C'est là que tout s'est effondré. Pour Aubrey Perkins, ça ne s'est pas effondré. Ça s'est simplement vidé lentement. La façon dont une pièce se sent après que quelqu'un qui l'a remplie est parti. Sa mère était cette personne, celle qui remplissait chaque pièce où elle entrait, celle dont vous entendiez le rire avant même de la voir, celle qui se souvenait des petites choses, la façon dont Aubrey aimait son café, la chanson qu'elle jouait chaque dimanche matin, la tradition de la carte d'anniversaire qu'elles avaient gardée vivante depuis qu'Aubrey avait 7 ans. Chaque année sans faute, une carte, pas une achetée en magasin, une manuscrite, parce que c'était leur truc. C'était le leur. Il y a 2 ans, sa mère est morte. Et Aubrey a été laissé dans un appartement qui avait autrefois ressemblé à une maison, entouré de photographies sur l'étagère qui lui souriaient d'une vie qui n'existait plus. Elle s'asseyait dans le silence de cet appartement et sentait l'absence de sa mère comme un poids physique, pressant sur sa poitrine, s'installant dans ses os, refusant de se lever. Le chagrin n'est pas venu comme les gens s'y attendaient. Il n'est pas venu sous forme de larmes, pas au début. Il est venu comme une douleur, une migraine aiguë, aveuglante, soudaine qui est arrivée une nuit sans avertissement et a volé chaque once de sommeil qu'elle avait. Elle s'est réveillée le lendemain matin avec l'impression que quelqu'un avait atteint l'intérieur de sa tête et l'avait tordue. Et puis c'est arrivé encore et encore, nuit après nuit, la douleur est revenue implacable, impitoyable. Elle a essayé la thérapie. Elle s'est assise dans des bureaux calmes avec des gens gentils qui lui posaient des questions douces, et elle y a répondu aussi honnêtement qu'elle le pouvait. Et elle est partie se sentant seulement légèrement moins vide que lorsqu'elle était entrée. Elle a essayé des médicaments, des pilules censées émousser les arêtes, calmer la tempête, donner à son corps la permission de se reposer. Certaines nuits, ils ont aidé un peu. La plupart des nuits, ils n'ont pas aidé du tout. Rien n'a pleinement fonctionné et les nuits continuaient d'arriver. Il y avait une carte d'anniversaire sur la table de la cuisine, une vierge. Elle l'avait ramassée un soir, des semaines après le décès de sa mère, et s'était assise avec un stylo à la main. Elle avait commencé à écrire juste quelques mots, le début de quelque chose qu'elle ne pouvait pas finir. Non pas parce qu'elle ne savait pas quoi dire, mais parce que le dire signifiait accepter quelque chose qu'elle n'était pas prête à accepter. Alors, la carte est restée là, ouverte, inachevée sur la table de la cuisine à côté d'une tasse de café froid et d'une fenêtre qui donnait sur une ville qui continuait à bouger sans elle. Et Aubrey s'est assise avec le poids de tout cela. Le chagrin, la douleur, l'épuisement, le sentiment calme et terrible d'être une personne qui est toujours là, mais plus tout à fait entière. Elle avait 21 ans et elle se noyait, pas dans l'eau, dans quelque chose de plus lent, quelque chose de plus silencieux, quelque chose que personne autour d'elle ne pouvait voir et qu'aucune quantité de scanners, de tests ou de conseils bien intentionnés ne pouvait atteindre.
Elle était une fille. Elle était en deuil et elle souffrait d'une douleur que personne ne pouvait expliquer. Et pendant un moment, plus longtemps que quiconque n'aurait dû le laisser faire, personne n'a même essayé assez fort de comprendre pourquoi. L'amiral John Perkins n'est pas un homme facile à lire. Il a passé la meilleure partie de sa vie à s'en assurer. Dans la marine, dans des salles de commandement, dans des pièces pleines de gens qui le surveillaient pour tout signe de faiblesse, il ne leur donnait rien. Il a appris tôt qu'un leader qui montre trop est un leader qui perd la salle. Alors il a gardé tout près, l'a rangé, l'a enfermé, et pendant des décennies cela a fonctionné. Mais il y a des choses qu'aucune quantité de discipline ne peut contenir. Il était seul chez lui un soir. La maison était silencieuse d'une manière qui se sentait différente de la paix. Cela se sentait comme l'absence, comme un espace qui était autrefois rempli de quelque chose et maintenant était simplement vide. Il s'est assis sur une chaise, la même chaise sur laquelle il s'était assis pendant des années, et il a tendu la main vers son téléphone, pas pour passer un appel. Pas encore. Il a ouvert ses messages vocaux et il en a trouvé un d'Aubrey. Ce n'était rien. C'était le but. C'était juste sa voix. Décontractée, facile, facile, riant de quelque chose de petit. Quelque chose de si ordinaire que peu importait ce que c'était. Peut-être qu'elle lui racontait quelque chose de drôle qui s'était passé à l'épicerie. Peut-être qu'elle appelait juste pour dire bonjour. Le genre de message qu'une fille laisse à son père un mardi après-midi sans y penser à deux fois. Le genre de message que vous écoutez une fois, souriez et oubliez avant le dîner. Il l'a écouté deux fois, et puis il s'est assis là dans le silence qui est venu après. Et le silence a dit tout ce que son visage ne ferait pas. John Perkins avait commandé des flottes. Il avait pris des décisions sous pression que la plupart des gens ne seraient jamais invités à prendre de toute leur vie. Il avait affronté le danger, le vrai danger, et à chacun de ces moments, son corps savait quoi faire. Son esprit était vif, ses mains étaient fermes. Il n'a pas cilié, pas une fois, jamais. C'était qui il était. C'était l'homme que le monde connaissait. Mais regarder sa fille souffrir lui faisait quelque chose qu'aucun ennemi n'aurait jamais pu faire, parce que ce n'était pas une bataille qu'il pouvait combattre. Ce n'était pas un problème dont il pouvait se sortir par le commandement. Il n'y avait pas d'ordre à donner, pas de stratégie à exécuter, pas de chaîne de commandement qui menait à une réponse. Sa fille souffrait. Une douleur réelle, implacable, indéniable. Et chaque médecin qu'elle avait vu, chaque test qui avait été fait, chaque personne bien intentionnée qui avait essayé d'aider, était revenue avec les mêmes mots vides. Nous ne savons pas. Nous ne pouvons rien trouver. C'est peut-être juste du stress. Et l'amiral John Perkins, un homme qui n'avait jamais une seule fois dans sa vie ne s'était senti vraiment impuissant, était impuissant. Alors il a fait la seule chose qu'il savait faire quand le problème devant lui était plus grand que les outils qu'il avait. Il a passé un appel. Il a utilisé chaque connexion, chaque ressource, chaque once d'influence qu'il avait construite au cours d'une vie de service. Et il a fait admettre sa fille dans un hôpital, un vrai hôpital, un endroit avec les meilleurs médecins, le meilleur équipement, la meilleure chance de enfin trouver la réponse que tous les autres avaient échoué à trouver. Il croyait que si quelqu'un dans ce monde avait les réponses, si quelqu'un pouvait enfin faire cesser la douleur, ce serait un endroit construit pour exactement cela. Alors il l'y a amené. Et quand il est entré par cette porte dans l'hôpital, dans la lumière fluorescente, dans le bourdonnement des machines et les pas silencieux des infirmières sur le linoléum, il portait avec lui quelque chose de plus lourd que le grade. Il portait l'espoir calme et désespéré d'un père qui manquait d'options et le refus têtu et inébranlable de cesser d'en chercher une. Quand Aubrey est arrivé à l'hôpital pour la première fois, la pièce se sentait comme quelque chose de proche de l'espoir. C'était lumineux, propre, le genre d'endroit qui porte une promesse silencieuse. Qu'ici, à l'intérieur de ces murs, quelqu'un a la réponse. Les lits sont faits avec soin.
La lumière entre doucement par la fenêtre. Il y a des machines qui bourdonnent avec un but, des infirmières qui se déplacent avec intention, des médecins avec des diplômes sur leur mur et des années de formation derrière leurs mains. C'était à tous égards un endroit construit pour guérir. Et pendant un petit moment pendant la journée, quand la lumière du soleil touchait encore le sol et que le couloir extérieur était plein de pas et de conversations calmes, Aubrey semblait presque paisible, semblait presque comme quelqu'un qui pourrait en fait aller bien. Les nuits étaient différentes. Il y a un type particulier de silence qui s'installe sur un hôpital après la tombée de la nuit. Ce n'est pas le silence de la paix, c'est le silence de l'attente. Les lumières du plafond s'éteignent, les pas s'éclaircissent, le bourdonnement des machines devient la chose la plus bruyante dans la pièce. Et l'obscurité, la vraie obscurité, commence à s'infiltrer autour des bords de tout. C'est dans cette obscurité, dans ce silence qu'Aubrey posait sa tête sur l'oreiller et la douleur venait. Pas lentement, pas doucement. Elle est arrivée comme quelque chose de violent, une force blanche et chaude qui l'a déchirée au moment où sa tête a touché et elle a crié. Pas un gémissement, pas un pleur, pas le genre de son qui pourrait être écarté ou expliqué. Un cri, le genre qui traverse les murs, le genre qui vous réveille même si vous étiez déjà éveillé, le genre qui dit à tous ceux qui l'entendent que quelque chose va très, très mal. Et l'hôpital a réagi comme les hôpitaux le font. Les infirmières se sont précipitées, les médecins ont été appelés, quelqu'un a ordonné plus de tests, des bilans sanguins ont été tirés à nouveau, des examens neurologiques ont été effectués à nouveau, des scanners ont été faits à nouveau, et les résultats sont revenus exactement comme ils étaient revenus chaque seule fois auparavant. Propres, normaux, rien de mal, rien là, rien pour expliquer la douleur qui déchirait une fille de 21 ans chaque seule nuit sans faute. Alors les médecins ont fait ce que les médecins font quand les tests leur disent qu'il n'y a rien à trouver. Ils se sont regardés à travers la pièce avec cette expression particulière, celle qui n'est pas tout à fait de l'inquiétude et pas tout à fait de la frustration, mais quelque chose entre les deux. Et ils ont commencé à expliquer. Cela pourrait être du stress, ont-ils dit. Cela pourrait être du chagrin. Cela pourrait être le traumatisme de perdre sa mère, toujours vivant à l'intérieur de son corps, se manifestant de manière que les scanners ne pouvaient simplement pas capturer. Ils ont utilisé des mots qui semblaient raisonnables. Ils ont utilisé des phrases qui semblaient compatissantes. Et puis, un par un, ils ont quitté la pièce. La porte s'est fermée et Aubrey était seul. La pièce était la même pièce qu'une heure auparavant. Le même lit, les mêmes machines, le même oreiller sous sa tête. Mais cela se sentait entièrement différent maintenant. Cela se sentait comme un endroit où personne n'allait revenir. Un endroit où les réponses avaient déjà été données, même si ce n'étaient pas des réponses du tout. C'étaient des suppositions. C'étaient des explications offertes par des gens qui avaient déjà décidé que le problème ne valait pas la peine d'être cherché plus fort. Elle a reposé sa tête parce que quoi d'autre y avait-il à faire? Et la douleur est revenue. Et elle a crié à nouveau, et cette fois, le couloir extérieur est resté silencieux. Personne ne s'est précipité. Personne n'a été appelé. Parce que dans l'esprit des gens qui géraient cet étage, le cas avait déjà été examiné. Les tests avaient déjà été effectués. La conclusion avait déjà été atteinte. Aubrey Perkins souffrait et personne n'avait de réponse. Et pas une seule personne à cet étage n'est restée assez longtemps pour demander pourquoi. Pas chaque personne qui entre dans une pièce la change. Certaines personnes se déplacent à travers les espaces comme l'eau se déplace à travers un tuyau. Fonctionnel, intentionnel, insignifiant. Ils font ce qui doit être fait. Ils le font bien et ils passent à la chose suivante. Il n'y a rien de mal à cela. Les hôpitaux fonctionnent avec des gens comme ça. Le système en a besoin. Mais de temps en temps, pas souvent, pas selon un horaire, pas d'une manière qui peut être prédite ou fabriquée. Il y a quelqu'un qui se déplace dans une pièce différemment. Quelqu'un qui ralentit là où tout le monde accélère.
quelqu'un qui remarque la chose devant laquelle tout le monde passe. Angela Mark avait 28 ans. Elle était nouvelle au quart de nuit à cet étage, savait assez que la plupart des autres infirmières n'avaient pas encore tout à fait appris son rythme. Elle était silencieuse, pas timide, pas distante, mais silencieuse de la manière dont certaines personnes sont silencieuses. Le genre de silence qui vient de prêter une attention particulière au monde qui vous entoure. Le genre de silence que si vous faisiez attention vous-même, vous pourriez remarquer faisait quelque chose que le bruit de tout le monde ne faisait pas. Elle s'est déplacée dans le couloir cette première nuit, comme elle se déplaçait dans chaque couloir, lentement, vérifiant attentivement chaque patient, non pas avec l'efficacité rapide de quelqu'un qui est en retard, mais avec une sorte d'attention sensate qui semblait presque déplacée dans un hôpital la nuit. Elle était présente. Elle était là dans chaque embrasure de porte d'une manière que les autres infirmières, qui avaient trop de patients et trop peu de temps et trop d'heures déjà sur leurs pieds, ne pouvaient simplement pas se permettre d'être. Et puis elle s'est arrêtée devant la porte d'Aubrey. Elle n'est pas passée devant. Elle n'a pas jeté un coup d'œil et continué à bouger. Elle est restée là et elle a écouté de quelque part à l'intérieur de la pièce. Elle pouvait entendre la respiration calme d'une fille qui ne dormait pas. Le genre de respiration qui appartient à quelqu'un qui est éveillé et épuisé et qui redoute ce qui va arriver. Angela a écouté un instant et puis elle est entrée. Aubrey était assise dans son lit, pas parce qu'elle voulait l'être, parce que s'allonger était devenu quelque chose qu'elle craignait. Ses yeux étaient rouges. Son visage était fatigué d'une manière qui allait plus loin qu'une mauvaise nuit. C'était le visage de quelqu'un qui avait souffert longtemps et avait cessé d'attendre que quiconque fasse quoi que ce soit à ce sujet. Angela l'a regardé et elle n'a pas posé une douzaine de questions. Elle n'a pas sorti un dossier et commencé à lire les résultats des tests. Elle n'a pas offert d'explications ou de suggestions ou de réconfort. Elle s'est simplement assise dans la chaise à côté du lit et elle laisse rester. Et cela pour Aubrey était suffisant pour l'instant. Au cours des nuits suivantes, Angela continuait de revenir. Non pas parce que l'emploi du temps l'exigeait, non pas parce que quelqu'un lui avait dit de porter une attention particulière à cette patiente, mais parce que quelque chose s'était accroché dans son esprit, quelque chose de petit, quelque chose de silencieux, et elle ne pouvait pas le laisser partir. Alors, elle a regardé. Elle a regardé de la manière dont quelqu'un regarde quand il ne cherche rien en particulier, mais c'est d'une manière ou d'une autre que la réponse est là, cachée à la vue de tous, s'il reste juste immobile assez longtemps pour le voir. Elle a remarqué qu'Aubrey pleurait quand elle s'allongeait. Elle a remarqué qu'Aubrey allait bien quand elle s'asseyait, bien quand elle se levait, bien quand elle marchait. La douleur n'est pas venue quand Aubrey bougeait. Elle n'est pas venue quand elle était debout. Elle est venue seulement quand elle a posé sa tête sur l'oreiller. Angela a écrit cela, pas sur un dossier officiel, dans son propre petit carnet. Le genre de carnet qu'une personne porte quand elle pense à quelque chose qu'elle ne peut pas encore mettre en mots, mais refuse de laisser s'échapper. Elle l'a écrit. Elle l'a souligné et elle a fixé ce qu'elle avait écrit pendant longtemps. Elle a vu quelque chose que personne d'autre à cet étage n'avait pris la peine de chercher. Et la nuit suivante, elle allait agir en conséquence. Il y a des moments dans la vie qui divisent tout en avant et après. Vous ne les reconnaissez pas toujours quand ils arrivent. Parfois, ils viennent silencieusement. Parfois, ils viennent au milieu d'une nuit ordinaire, dans une pièce ordinaire, quand personne ne regarde et rien dans le monde ne semble sur le point de changer. Mais c'est le cas et ça change. Le couloir était silencieux. Le genre de silence qui n'existe que dans un hôpital après minuit. Épais, lourd, non perturbé. Angela Mark est entrée dans la chambre d'Aubrey comme elle était entrée chaque nuit avant celle-ci. Silencieusement, avec soin, sans faire plus de bruit que nécessaire. Aubrey était allongé dans son lit, ses yeux mi-clos, son corps essayant encore de faire la chose que son corps n'avait pas pu faire pendant des semaines, essayant de dormir, ou du moins essayant de prétendre que le sommeil était quelque chose qui pourrait encore lui venir cette nuit.
Angela est restée là un instant. Elle a regardé Aubrey, elle a regardé le lit, et puis ses yeux se sont déplacés vers l'oreiller. Elle y pensait depuis des jours. Elle y avait pensé. Le motif dans son carnet. La façon dont la douleur venait toujours au même moment. Le moment où Aubrey s'allongeait. La façon dont elle ne venait jamais à aucun autre moment. Angela avait tourné cela dans son esprit encore et encore. La façon dont vous retournez une pierre dans votre main quand quelque chose concernant son poids ne semble pas juste. Et ce soir, elle avait décidé. Ce soir, elle allait découvrir. Elle a tendu la main vers l'oreiller. Elle l'a ramassé. Et la première chose qu'elle a sentie, la toute première chose avant que quoi que ce soit d'autre ne s'enregistre, c'était que c'était faux. Pas doux comme un oreiller devrait être doux. Pas léger comme un oreiller devrait être léger. Il était lourd, rigide, dense d'une manière qui semblait anormale, comme si quelque chose y avait été emballé qui n'appartenait pas là. Son cœur a commencé à battre doucement au début, un battement lent et régulier qu'elle pouvait sentir dans sa poitrine, derrière ses côtes, dans l'espace entre ses poumons. Mais ses mains sont restées fermes. Ses mains sont restées parfaitement, délibérément fermes. Parce qu'Angela Mark n'était pas une femme qui reculait devant la chose qui devait être faite. Elle a tendu la main vers les ciseaux. Ils étaient plats, le genre gardé au poste des infirmières pour couper du ruban adhésif, pour couper des bandages, pour les 100 petites tâches qui remplissent un corps de nuit. Elle les a tenues dans sa main et elle a regardé l'oreiller, et pendant un instant, juste un instant, la pièce était complètement, absolument immobile, comme si l'air lui-même retenait son souffle, attendant. Elle a placé les ciseaux le long de la couture de l'oreiller, et elle a commencé à couper. Le tissu s'est séparé lentement, pouce par pouce, le fil cédant sous la pression de la lame. Et alors qu'il s'ouvrait, alors que l'intérieur de l'oreiller commençait à se révéler, les mains d'Angela n'ont pas tremblé. Son souffle ne s'est pas coupé. Pas encore. Pas avant qu'elle ne voie ce qui était là. Enfoui dans la mousse, caché sous la surface, invisible à quiconque n'avait pas pensé à regarder. Clous, des dizaines d'entre eux, rouillés, vieux, leurs pointes inclinées vers le haut, aiguisées, délibérées, précises, enfouis profondément dans la mousse d'une manière qui n'était pas accidentelle. N'aurait pas pu être accidentelle. Chacun d'eux positionné pour faire exactement une chose, pour causer de la douleur. Pour causer de la douleur d'une manière qui ne laissait aucune blessure, aucun sang, aucune marque, aucune preuve que quoi que ce soit se soit passé du tout, sauf le cri d'une fille dans l'obscurité que personne ne croyait. Ils se sont déversés sur le drap blanc de l'hôpital un par un, et puis tout à la fois. Le son du métal contre le tissu, petit, froid, silencieux, était le seul son dans la pièce. Angela n'a pas crié. Elle n'a pas bougé. Elle n'a pas reculé, ni couvert sa bouche, ni fait aucun des sons qu'une personne fait quand le monde se déplace sous elle. Elle est simplement restée là, et elle a fixé ce qui était devant elle, ce qui avait été à l'intérieur de cet oreiller. J'aurais été pressé contre la tête d'Aubrey chaque seule nuit à la preuve enfin, indéniablement impossible de ce que quelqu'un avait fait à cette fille. Quelqu'un a fait cela exprès. Quelqu'un a regardé une fille de 21 ans en deuil et a fait un choix calme, calculé, délibéré de la faire souffrir. Et pendant des semaines, personne ne l'avait vue. Personne n'avait regardé. Personne n'avait pensé à demander pourquoi un oreiller pouvait sembler faux. Angela a regardé les clous une fois de plus, et puis lentement, elle a tendu la main vers son téléphone. Angela Mark n'a pas paniqué. C'était la première chose que quiconque remarquerait chez elle dans les moments qui ont suivi. Et cela importait plus que les gens ne le comprenaient, parce que la panique dans un moment comme ça est contagieuse. Elle se propage dans une pièce comme le feu se propage dans le bois sec. Une personne perd son calme et toute la pièce perd sa forme. Angela n'a pas laissé cela arriver. Elle s'est tenue à côté de ce lit, à côté de ses clous éparpillés sur le drap blanc, et elle a fait ce qui devait être fait calmement. Précisément,
La façon dont quelqu'un fait quelque chose quand il comprend que les prochaines minutes vont avoir de l'importance pendant très longtemps. Elle a pris son téléphone. Elle a photographié les clous, chacun d'eux, sous tous les angles. La façon dont la lumière attrapait la rouille sur leur pointe, la façon dont ils avaient été arrangés à l'intérieur de la mousse, la façon dont l'oreiller avait été ouvert et posé à nu sur le drap. Elle l'a documenté, tout cela. Et puis elle a appelé la sécurité, pas frénétiquement, pas avec une voix tremblante ou des mots précipités. Elle a appelé de la manière dont une personne appelle quand elle sait exactement ce qu'elle rapporte et exactement pourquoi cela importe. Elle leur a dit ce qu'elle avait trouvé. Elle leur a dit où. Elle leur a dit quelle pièce et elle a attendu. En quelques minutes, l'étage a été bouclé. Personne n'entre, personne ne sort. La sécurité est arrivée en premier. Calme, ferme, immédiate. Puis les médecins, puis les administrateurs, le genre de personnes qui n'apparaissent généralement pas à un étage d'hôpital à 7 heures de la nuit, mais qui sont maintenant là, se déplaçant dans le couloir avec l'urgence particulière de gens qui comprennent que quelque chose est allé très, très mal à l'intérieur de leur bâtiment. Les téléphones sonnaient, les portes se fermaient, le bourdonnement de l'hôpital, qui avait été si immobile et si silencieux quelques minutes auparavant, était maintenant vivant avec le rythme vif et saccadé de gens réagissant à quelque chose qu'aucun d'eux ne s'attendait à trouver. Et quelqu'un a appelé l'amiral John Perkins. Il est arrivé rapidement, plus vite que quiconque ne s'y attendait. Il a traversé l'hôpital au milieu de la nuit, de la manière dont un homme marche quand on lui a dit quelque chose sur sa fille, et son corps n'a pas encore décidé s'il devait se briser ou se battre. Quelqu'un l'a rencontré au bout du couloir. Quelqu'un lui a tendu un téléphone. Sur l'écran, une photographie, les clous étalés sur des draps de hôpital blanc, des dizaines d'entre eux, rouillés, inclinés vers le haut, placés avec intention à l'intérieur d'un oreiller sur lequel sa fille avait posé sa tête chaque seule nuit. Son visage ne s'est pas brisé. Il s'est durci. Il est devenu froid d'une manière que les gens autour de lui n'avaient pas vue auparavant. Pas le chagrin de la scène 2. Pas le désespoir tranquille d'un père qui ne savait pas comment réparer quelque chose. C'était différent. C'était l'amiral, l'homme qui avait passé des décennies à affronter le danger, à commander des pièces, à prendre des décisions que d'autres personnes ne pouvaient supporter de prendre. Chaque once de cette formation, de cette discipline, de cette fureur soigneusement contrôlée, tout cela s'est maintenant tourné vers une seule question. Une question qui brûlait en lui comme quelque chose allumé par le feu dans sa poitrine. Qui a fait cela à ma fille? Mais à travers l'étage dans la pièce où tout cela avait commencé, quelque chose d'autre se passait. Quelque chose de plus silencieux. Quelque chose qui existait dans un monde complètement différent du confinement et de la sécurité et des photographies et de la fureur. Aubrey s'est réveillé. Le bruit l'avait agité. Les pas, les voix, le faible bourdonnement de quelque chose qui se passait et qu'elle ne pouvait pas encore comprendre. Elle a ouvert ses yeux et la première chose qu'elle a vue était Angela toujours là juste à côté d'elle, ne se précipitant pas vers la porte, pas prise dans le chaos se déplaçant dans le couloir extérieur, juste là, assise dans la même chaise où elle s'était assise cette toute première nuit. Calme, présente, sans hâte, Angela l'a regardée et elle n'a pas expliqué tout ce qui se passait dehors. Pas encore. Au lieu de cela, elle a tendu la main à côté du lit, doucement, gentiment, et elle a ramassé un nouvel oreiller, propre, doux, sûr. Elle l'a placé à côté d'Aubrey et elle a dit d'une voix si douce qu'elle a presque disparu dans le silence de la pièce. 2 mots, essayez encore. Aubrey l'a regardé. Et puis elle a regardé l'oreiller et lentement, avec soin, elle a posé sa tête. Silence, pas de douleur, pas de cri, pas de vague aiguë et aveuglante de quelque chose qui la déchirait au moment où elle fermait les yeux. Juste du calme, juste de l'immobilité.
juste la sensation simple et ordinaire d'un corps enfin autorisé à se reposer. Pour la première fois depuis des semaines, la paix. Quand quelque chose comme ça arrive à l'intérieur d'un hôpital, quelque chose d'aussi délibéré, d'aussi caché, d'aussi proche des gens qui étaient censés être en sécurité, l'enquête ne commence pas par des réponses. Elle commence par des questions calmes, prudentes. Le genre de questions qu'un homme comme le détective Pascal Unwin pose, non pas parce qu'il ne soupçonne pas déjà la forme de la vérité, mais parce qu'il a besoin de l'avoir exposée devant lui avant de s'autoriser à y croire. Pascal Unwin n'était pas un homme pressé. Il avait passé assez d'années à faire ce travail pour comprendre que les affaires qui semblaient simples en surface n'étaient presque jamais simples en dessous. Et à partir du moment où il est entré dans cet hôpital et a vu les photographies des clous, a vu la façon dont ils avaient été arrangés, la façon dont ils avaient été cachés, le soin qui avait été mis à s'assurer qu'ils causeraient de la douleur sans laisser une seule marque. Il savait. Il savait que ce n'allait pas être une histoire courte. Il savait que ce serait une longue et il s'est installé pour la lire depuis le début. Les caméras sont venues en premier. Des heures de séquences tirées de chaque angle que l'hôpital avait. Le couloir à l'extérieur de la chambre d'Aubrey, le couloir qui y menait, les cages d'escalier, les entrées de service, les quais de chargement, tout cela examiné, tout cela regardé image par image. Dans certains cas, par un homme qui ne cherchait pas le drame, pas un moment de culpabilité évidente, mais quelque chose de plus petit, quelque chose de plus silencieux, un détail, un mouvement, une personne dans un endroit où elle n'aurait pas dû être à un moment où personne d'autre ne regardait. Et puis l'oreiller lui-même a été tracé. C'est là que le travail est devenu méthodique, prudent, le genre de travail d'enquête qui ne produit pas de moments bruyants et dramatiques, mais est en vérité l'endroit où les affaires sont réellement résolues. Quelqu'un a dû demander d'où venait cet oreiller. Pas au sens large, au sens exact. Quelle étagère, quelle pièce de rangement, quelle main l'avait touché, quelle main l'avait déplacé, quelle main l'avait placé dans la chambre d'Aubrey Perkins. La chaîne était propre. C'est ce qui le rendait troublant. C'était documenté, enregistré, suivi. La façon dont tout est suivi dans un hôpital, parce que les hôpitaux sont des endroits qui fonctionnent avec des formalités administratives et des procédures, et l'enregistrement minutieux de chaque seule chose qui passe par leur porte. L'oreiller était venu de la blanchisserie. Il était allé au stockage. Il avait été livré à la chambre. Chaque étape a été justifiée. Chaque étape avait un nom qui lui était attaché. Et le détective Unwin a suivi cette chaîne tranquillement, patiemment, délibérément. La façon dont un homme suit un fil à travers un morceau de tissu, tirant doucement, regardant où cela mène. Cela a mené à un nom, Jude Wood, un entrepreneur de blanchisserie hospitalière. Quelqu'un qui travaillait en arrière-plan du bâtiment, dans les pièces que les patients ne voyaient jamais, dans les couloirs qui n'existaient que pour les personnes qui faisaient fonctionner l'hôpital de l'intérieur. Quelqu'un d'insignifiant, quelqu'un qui se déplaçait dans le système sans attirer l'attention, quelqu'un qui sur le papier n'avait aucune raison d'être impliqué dans quelque chose comme ça. Le détective Unwin a regardé le nom sur l'écran. Il n'a pas réagi de la manière dont quelqu'un réagit quand il a trouvé la réponse. Il ne s'est pas penché en arrière. Il n'a pas expiré. Il ne s'est pas permis la petite satisfaction tranquille d'une affaire qui se met en place parce qu'elle ne s'était pas mise en place. Pas encore. Ce qu'il regardait n'était pas une fin. C'était une porte. Et de l'autre côté de cette porte, il savait déjà qu'il y avait une pièce où il n'était pas encore entré. Une pièce où la vraie histoire attendait. Jude Wood n'était pas un étranger. Il n'était pas quelqu'un qui avait agi seul. Un homme comme Jude Wood, silencieux, insignifiant, un entrepreneur sans raison particulière de cibler une fille en deuil dans une chambre d'hôpital, n'a pas fait quelque chose comme ça de nulle part. Quelqu'un lui avait demandé de le faire. Quelqu'un lui avait dit de le faire.
Quelqu'un avait mis les clous dans ses mains et l'avait pointé vers cet oreiller et s'était assuré que la chaîne des événements semblait assez propre pour que personne ne pense à regarder deux fois. La vraie question n'était pas ce qui s'était passé. Le détective Unwin savait déjà ce qui s'était passé. Les clous, l'oreiller, la douleur, les cris, tout cela. La vraie question était qui avait donné l'ordre. Et cette question, froide, silencieuse, lourde du poids de tout ce qu'elle impliquait, était la seule chose à laquelle Pascal Unwin pensait alors qu'il était assis seul dans cette pièce, fixant un nom sur un écran qui n'était que le début de là où cette histoire allait le mener. Jude ne ressemblait pas à un méchant. C'était la chose qui le rendait dangereux. Il ne ressemblait pas à un homme capable de quelque chose comme ça. Il était silencieux, insignifiant. Le genre de personne que vous croisiez dans un couloir et que vous oubliez avant d'en atteindre la fin. Le genre de personne qui se fondait dans l'arrière-plan d'un bâtiment comme le papier peint se fond dans un mur. Présent, nécessaire à sa manière, mais jamais la chose vers laquelle vos yeux étaient attirés. Il avait travaillé à cet hôpital pendant des années. Il venait, il faisait son travail, il rentrait chez lui. Personne ne se souvenait de son visage. Personne ne se souvenait de son nom. Et cela, comme le détective Pascal Unwin le comprenait, était exactement pourquoi quelqu'un l'avait choisi. Ils l'ont fait venir pour un interrogatoire. Il s'est assis dans une petite pièce, une pièce calme, le genre de pièce où des conversations ont lieu qui ne sont pas censées quitter ses murs. Et le détective Unwin s'est assis en face de lui, pas agressivement, pas avec le genre de pression qui fait qu'une personne se ferme. Unwin était patient. Il était calme. Il comprenait que les hommes comme Jude ne cédaient pas sous la force. Ils craquaient sous le poids lent et régulier de quelqu'un qui connaissait déjà la réponse et attendait simplement que l'homme en face de lui rattrape son retard. Et ainsi la vérité est sortie pièce par pièce, comme elle le fait toujours quand une personne réalise que les murs autour d'elle se sont déjà refermés et qu'il n'y a plus nulle part où aller, sinon en avant. Il a été payé. Pas une fortune. Pas le genre d'argent qui change une vie ou achète une maison ou libère un homme du genre de pression financière silencieuse et pesante qui suit les gens comme lui chaque jour de leur existence. Mais assez. Assez pour que la chose vaille la peine d'être faite. Assez pour que le risque semble gérable. Assez pour faire qu'un homme qui n'avait jamais fait quelque chose comme ça de toute sa vie décide que cette fois-ci il le ferait. On lui a dit de placer un oreiller spécifique dans une chambre spécifique. C'était tout. C'était l'instruction. Prends ceci. Mets-le ici. Ne demande pas ce qu'il y a dedans. Ne l'ouvre pas. Ne le regarde pas de trop près. Fais juste ce qu'on t'a dit de faire et collecte ce qu'on t'a promis et rentre chez toi et oublie que c'est arrivé. Il a affirmé qu'il ne savait pas ce qu'il y avait dedans. Le détective Unwin l'a regardé longtemps quand il a dit cela. Un regard long, calme, ininterrompu. Le genre de regard qui n'accuse pas mais n'accepte pas non plus. Il est simplement là dans l'espace entre ce qu'un homme dit et ce qu'un homme veut dire. Et dans ce silence, le public a compris quelque chose que les mots de Jude Wood n'avaient pas pu cacher. S'il savait exactement ce qu'il y avait dans cet oreiller, ou s'il avait choisi délibérément et soigneusement de ne pas demander. Le résultat était le même. Une fille avait souffert nuit après nuit à cause de quelque chose qu'il avait mis dans sa chambre avec ses propres mains. Mais l'histoire ne s'est pas terminée avec Jude Wood. Le détective Unwin le savait dès le moment où il s'est assis en face de lui. Jude Wood n'était pas le centre de cela. Il n'était pas l'esprit derrière cela. Il était la main calme, insignifiante, facile à oublier qui avait fait la chose que quelqu'un d'autre avait conçue. Et maintenant, Unwin avait besoin de trouver cet autre quelqu'un. Alors, il a suivi l'argent. C'est là que l'enquête a changé. C'est là qu'elle est passée d'une question sur ce qui s'était passé dans une chambre d'hôpital à quelque chose de plus grand, quelque chose de plus ancien, quelque chose qui existait bien avant qu'Aubrey Perkins ne pose sa tête sur cet oreiller. L'argent qui avait été payé à Jude ne venait pas de l'intérieur de l'hôpital.
Il ne venait de personne liée au bâtiment, au personnel, au système dans lequel Aubrey avait été placé. Il venait d'un compte extérieur, un compte privé, soigneusement mis en place, soigneusement caché. Le genre de compte qu'une personne crée quand elle ne veut pas être trouvée. Mais le détective Nguyen était un homme patient, et les hommes patients trouvent des choses que les hommes prudents essaient d'enterrer. Le conte a mené à un nom, et ce nom est mené à une histoire. Et cette histoire a mené à quelque chose qui a rendu la pièce plus froide qu'elle ne l'avait été à aucun moment de toute cette enquête. Parce que ce n'était pas un étranger. Ce n'était pas quelqu'un qui avait choisi Aubrey au hasard, sans raison, par une cruauté insensée qui ne pouvait être expliquée. C'était quelqu'un qui connaissait l'amiral John Perkins. Quelqu'un qui avait une histoire avec lui. Quelqu'un qui portait une vieille blessure, une rancune, une trahison, une dette qui n'avait jamais été réglée et avait décidé à un moment donné de la régler de la seule manière qui causerait le plus de douleur. Cela n'a jamais concerné Aubrey. Ce n'était jamais aléatoire. Quelqu'un a regardé cet amiral, a regardé sa famille, a regardé sa fille, a regardé la seule chose au monde que John Perkins aimait plus que tout et a fait un choix. Un choix calme, délibéré, calculé pour intervenir et causer de la douleur là où cela ferait le plus mal. Et le détective Pascal Nguyen était sur le point de découvrir exactement qui était cette personne et exactement pourquoi il l'avait fait. Quelqu'un a regardé une fille en deuil et son père et a choisi de les faire souffrir exprès dans l'obscurité où personne ne regardait, et ils ont presque réussi à s'en sortir. Presque. Il y a une idée commune de ce à quoi ressemble la justice. Elle vit dans les films et les émissions de télévision et les histoires que nous nous racontons sur la façon dont le monde est censé fonctionner. C'est bruyant, c'est dramatique. Il y a des portes défoncées et des sirènes hurlantes et des gens tirés des pièces devant des foules qui regardent et applaudissent et ressentent l'excitation particulière qui vient de voir quelqu'un qui a fait quelque chose de terrible enfin mis à genoux en public. C'est satisfaisant de la manière dont le spectacle est satisfaisant. Cela donne aux gens quelque chose à montrer du doigt et à dire « là c'est le moment, c'est quand c'était fini ». Mais la vraie justice n'est pas toujours comme ça. Parfois, c'est plus silencieux que vous ne vous y attendriez. Parfois, elle ne vient pas avec un grand bruit, mais avec le poids simple, ferme, sans hâte d'un système qui a fait son travail et est arrivé à l'endroit où il devait toujours arriver. Parfois, elles viennent au milieu d'un jour ordinaire, dans un couloir ordinaire, sans personne qui regarde, sauf les gens qui devaient être là. Et parfois, elle vient d'une manière qui reflète la chose même à laquelle elle répond. Le crime a été fait en silence. Et ainsi, la justice a été faite en silence aussi. Le détective Pascal Nguyen avait passé des jours à suivre la piste. Des jours de travail minutieux, des jours à tirer des fils et à lire des documents, et à s'asseoir dans des pièces calmes, avec des hommes qui ne voulaient pas parler, attendant que la vérité fasse surface comme elle le fait toujours quand quelqu'un est assez patient et assez têtu pour la laisser. Il avait suivi l'argent, il avait suivi le nom, il avait suivi l'histoire, l'ancienne rancune, la blessure enfouie, la dette qui avait pourri dans l'obscurité plus longtemps que la plupart des gens ne sauraient que c'était possible. Et il était arrivé à la fin de cela à la personne à la porte qui devait être ouverte. Et il l'a ouverte non pas avec force, non pas avec du bruit, non pas avec le genre d'énergie théâtrale qui transforme une arrestation en une performance. Il est entré dans la pièce comme un homme entre dans une pièce quand il a déjà fait tout le travail difficile. Et ce qui reste est simplement l'acte de finir ce qui a été commencé. Il était calme, il était contrôlé. Il était précis de la manière dont il avait été précis tout au long de cette enquête. Chaque mot mesuré, chaque action délibérée, chaque mouvement portant l'autorité tranquille d'un homme qui comprenait exactement ce que ce moment signifiait et refusait de le gaspiller sur quoi que ce soit qui n'avait pas d'importance. La personne qui avait ordonné que les clous soient placés à l'intérieur de l'oreiller d'Aubrey Perkins était là dans cette pièce de l'autre côté de cette porte. La personne qui avait regardé la fille en deuil d'un amiral et fait un choix
un choix froid, calculé, délibéré d'intervenir dans sa vie et de causer de la douleur là où cela couperait le plus profondément. La personne qui avait utilisé Jude Wood comme une main et un compte extérieur comme un bouclier et le silence d'un hôpital la nuit comme couverture. La personne qui avait cru, peut-être véritablement cru, qu'elle pouvait faire cela et disparaître dans l'arrière-plan du monde et ne jamais d'être trouvée. Ils avaient tort. Le détective Unwin n'a pas élevé la voix. Il n'avait pas besoin de le faire. Il n'a pas souri. Pas par cruauté, pas par satisfaction, pas par aucune émotion qui aurait pu être compréhensible étant donné ce que cette personne avait fait. Il s'est simplement tenu là et il a dit ce qui devait être dit. Les mots que la loi exige. Les mots qui marquent la ligne entre avant et après. Les mots qui disent à une personne clairement, fermement, sans ambiguïté, que la chose qu'elle a faite a été vue, a été traitée, a été comprise, et que c'est fini maintenant. La personne n'a pas combattu. Il n'y avait plus rien avec quoi se battre. Les preuves étaient exposées. La piste avait été suivie jusqu'à sa fin. La chaîne des clous à l'oreiller, à Jude Wood, à l'argent, au compte au nom, à l'histoire au mobile, avait été assemblée avec le genre de précision patiente et minutieuse qui ne laisse aucune place au déni. Il n'y avait nulle part où aller, nulle part où se cacher, aucun fil à tirer qui défrait ce qui avait déjà été construit. Et ainsi cela s'est terminé tranquillement. Le détective Unwin a regardé la porte se fermer. Il est resté dans le couloir dehors un instant après, seul ou presque seul, et il n'a pas célébré. Il ne s'est pas permis la petite expiration privée de soulagement qu'un homme pourrait ressentir quand un long et difficile travail est enfin vraiment terminé. Parce que ce n'était pas une victoire, pas de la manière dont ce mot est habituellement entendu. Une victoire implique que quelque chose a été gagné, mais rien n'avait été gagné ici. Une fille avait souffert pendant des semaines dans l'obscurité, dans une douleur que personne ne pouvait expliquer et que personne n'avait pris la peine de chercher assez fort pour comprendre. Cette souffrance ne pouvait pas être défaite. Les nuits qu'il avait volées ne pouvaient pas être rendues. La peur et l'impuissance et la solitude d'une fille de 21 ans posant sa tête sur un oreiller et criant. Ces choses existaient maintenant. Elles étaient bonnes, elles étaient permanentes. Ce que le détective Unwin avait fait, ce que l'enquête avait fait, ce que la loi avait fait, n'était pas d'effacer cela. C'était y répondre. C'était regarder ce qui avait été fait et dire « Nous le voyons, nous l'avons suivi, nous avons trouvé la personne qui a choisi de le faire, et ils seront tenus responsables de ce qu'ils ont fait. » Il a hoché la tête une fois, à personne en particulier, ou peut-être au travail lui-même, au travail calme, peu glamour, nécessaire d'un homme qui avait passé sa vie à croire que la vérité mérite d'être trouvée. Même quand personne ne regarde, même quand personne n'applaudit, même quand le fait de la trouver ne répare pas la chose qui était cassée, certaines fins ne viennent pas avec des applaudissements. Elles viennent avec une porte qui se ferme et la connaissance, ferme, silencieuse, inébranlable, qu'elle ne s'ouvrira plus. Et dans le silence qui a suivi, dans le couloir de cet hôpital où quelque chose de terrible avait été fait et quelque chose de nécessaire avait été répondu, le détective Pascal Unwin est resté un instant de plus. Et puis il s'est tourné et il est parti parce qu'il y avait encore des gens dans ce bâtiment qui avaient besoin de quelque chose d'autre que la justice. Maintenant, ils avaient besoin de quelque chose de plus silencieux, quelque chose de plus chaud, quelque chose que la loi ne pouvait pas leur donner, mais que l'histoire n'avait pas encore fini de raconter. Il y a des matins qui se sentent différents de ceux qui les ont précédés. Non pas parce que le monde a changé d'une manière grande ou évidente. Le soleil se lève toujours au même endroit. L'air se déplace toujours à travers les mêmes couloirs. L'hôpital est toujours le même bâtiment qu'il était la nuit précédente. Les mêmes murs, les mêmes sols, le même bourdonnement silencieux des machines faisant leur travail en arrière-plan de tout. Mais quelque chose a changé, quelque chose d'invisible, quelque chose qui vit non pas dans la pièce elle-même, mais dans les gens à l'intérieur. Et ce matin particulier, ce changement était partout,
La lumière du soleil est entrée par la fenêtre, comme elle a dû entrer chaque seul matin depuis que cette pièce a été construite. Mais cela se sentait différent aujourd'hui. Cela se sentait doré, chaud. Le genre de lumière qui n'illumine pas seulement un espace, mais le remplit, s'y installe. La façon dont la chaleur s'installe dans une pièce après qu'un hiver long et brutal a enfin pris fin. Elle a touché les bords du lit. Elle a touché le sol. Elle a touché l'air calme et immobile d'une manière qui a fait que la pièce semblait moins une chambre d'hôpital et plus quelque chose d'autre entièrement. Quelque chose de plus doux. Quelque chose qui appartenait à un genre d'histoire différent de celle qui avait été racontée ici pendant des semaines. Aubrey était assise non pas parce qu'elle devait l'être, non pas parce que s'allonger était redevenu quelque chose d'effrayant. Elle était assise parce qu'elle avait dormi toute la nuit sans douleur, sans crier, sans la force aiguë, aveuglante, implacable, qui lui avait volé chaque nuit pendant plus longtemps qu'elle ne pouvait se souvenir. Elle avait posé sa tête sur un oreiller propre et sûr, celui qu'Angela lui avait donné, et elle avait fermé les yeux. Et pour la première fois depuis des semaines, l'obscurité n'avait pas apporté de douleur avec elle. Elle avait apporté du repos, un vrai repos, le genre de repos dont un corps est si désespérément besoin que quand il arrive enfin, il semble presque miraculeux. Et elle semblait différente à cause de cela. Pas dramatiquement, pas d'une manière que quiconque passant devant la porte aurait remarqué, mais de la manière dont une personne regarde quand le poids qu'elle a porté. Silencieusement, invisiblement, pendant très longtemps, a été soulevé, même juste légèrement, même juste assez pour les laisser respirer. Angela était à côté d'elle. Elle était assise dans la même chaise où elle s'était assise cette toute première nuit, la nuit où elle était entrée dans la chambre d'Aubrey et était simplement restée. Mais elle n'était pas là en tant qu'infirmière ce matin. Elle ne vérifiait pas les dossiers, ni ne surveillait quoi que ce soit, ni ne faisait aucune des tâches calmes et nécessaires qui remplissent le corps d'une infirmière. Elle était simplement là en tant que personne, en tant que quelqu'un qui avait choisi d'être dans cette pièce à ce moment, non pas parce que le travail l'exigeait, mais parce que quelque chose en elle, quelque chose de calme et têtu et profondément humain, ne la laisserait être nulle part ailleurs. Ils ont parlé doucement, sans hâte. La façon dont deux personnes parlent quand il n'y a pas de hâte et pas de pression, et que l'espace entre elles a déjà été rempli de quelque chose qui n'a pas besoin de mots pour exister. Angela a demandé à Aubrey comment elle avait dormi. Aubrey a presque souri quand elle a répondu. C'était petit, à peine là, mais c'était réel, et c'était le premier que quiconque avait vu sur son visage depuis très longtemps. La pièce est restée silencieuse pendant un moment après cela. Pas un silence inconfortable, pas le genre de silence qui a besoin d'être rempli, mais le genre qui appartient à un moment qui est complet en lui-même. Le genre de silence que deux personnes partagent quand elles sont assez à l'aise l'une avec l'autre pour que les mots ne soient pas toujours nécessaires. La lumière du soleil se déplaçait lentement sur le sol. Les machines bourdonnaient leurs notes basses et régulières, et à l'extérieur de la fenêtre, le monde continuait comme il le fait toujours, indifférent à la petite, énorme chose qui se passait à l'intérieur de cette pièce. Et puis Aubrey a regardé Angela et elle a posé la question. Pas dramatiquement, pas avec le poids de quelqu'un livrant une réplique dans une performance. Elle l'a demandé de la manière dont une personne demande quelque chose, quand elle y a réfléchi pendant un certain temps et a finalement trouvé les mots pour l'exprimer. Silencieusement, simplement, honnêtement, pourquoi m'as-tu cru quand personne d'autre ne l'a fait? La question a plané dans l'air entre eux. Ce n'était pas une question compliquée, mais elle portait le poids de tout ce qui s'était passé. Chaque nuit de douleur, chaque médecin qui avait quitté la pièce, chaque test qui était revenu propre, chaque personne qui avait regardé Aubrey et vu du stress ou du chagrin, ou un traumatisme ou quelque chose qu'il pouvait nommer et archiver et cesser d'y penser. Chaque seule personne qui avait choisi d'une manière ou d'une autre de détourner le regard, Angela n'a pas répondu immédiatement.
Elle ne s'est pas précipitée pour remplir le silence avec quelque chose de rassurant ou de chaud ou de soigneusement choisi. Elle est restée avec la question un instant. La façon dont une personne s'assoit avec quelque chose quand elle veut lui donner la réponse qu'elle mérite. Pas la réponse qui sonne bien, mais celle qui est vraie. Et puis elle l'a dit simplement, doucement, sans décoration ni emphase, ni aucune des choses que les gens ajoutent aux mots quand ils veulent qu'ils aient l'air importants, parce que j'ai écouté. 3 mots. C'était tout. 3 mots qui n'expliquaient pas tout. Ne pouvaient pas tout expliquer, mais qui contenaient la vérité de cela en eux. La vérité de ce qu'Angela avait fait depuis la toute première nuit où elle était entrée dans cette pièce. Elle n'avait rien fait de dramatique. Elle n'avait pas fait preuve d'héroïsme. Elle ne s'était pas annoncée, ni n'avait exigé d'attention, ni fait le genre de grand geste qui est rappelé et raconté. Elle avait simplement prêté attention, elle avait regardé, elle avait remarqué, elle était restée, elle avait écouté, vraiment écouté quand tout le monde et tout autour d'elle avait déjà décidé qu'il n'y avait plus rien à entendre, et que cet acte calme, têtu, sans hâte de prêter attention, était ce qui avait sauvé Aubrey Perkins. Pas l'enquête, pas l'arrestation, pas la justice qui avait été rendue dans une pièce calme quelque part dans la ville. Toutes ces choses comptaient. Toutes ces choses étaient nécessaires. Mais la chose qui avait changé la vie d'Aubrey, la chose qui l'avait atteinte dans l'obscurité, dans la douleur, dans la solitude d'une chambre d'hôpital où personne d'autre n'était resté, était cette seule personne qui avait choisi d'écouter. Une personne qui a regardé une fille en douleur et n'a pas détourné le regard. La lumière du soleil s'est déplacée un peu plus loin sur le sol. La pièce est restée silencieuse et elles deux sont restées assises là, Angela et Aubrey, dans le calme doré et chaud d'un matin qui a semblé pour la première fois dans toute cette histoire appartenir à l'espoir. Il y a des portes que nous traversons chaque jour sans y penser. Ce sont juste des portes. Elles s'ouvrent, nous passons, elles se ferment derrière nous, et le moment est parti avant même d'avoir pleinement existé. Mais il y a d'autres portes, des portes devant lesquelles nous nous tenons un peu plus longtemps que d'habitude. Des portes où quelque chose change en nous avant même que nous n'ayons franchi. Où l'acte de franchir le seuil se sent différent de toutes les autres fois où nous l'avons fait. Où quelque chose de l'autre côté de cette porte n'est pas ce que nous avons laissé derrière la dernière fois que nous étions ici. Et le monde de cette manière petite et silencieuse a changé. L'amiral John Perkins se tenait à l'embrasure de la porte de la chambre d'hôpital de sa fille. C'était la même embrasure de porte, le même cadre, le même couloir derrière lui, la même lumière filtrant de la fenêtre au bout du couloir. Rien de l'architecture du lieu n'avait changé. Rien concernant le bâtiment ou l'étage ou la façon dont le matin se déplaçait à travers cette partie de l'hôpital n'était différent de ce qu'il avait été chaque autre matin depuis qu'Aubrey avait été admise. Et pourtant, tout était différent. Tout se sentait différent. L'air se sentait différent. La lumière se sentait différente. Le silence se sentait différent. Parce que la dernière fois que John Perkins s'était tenu à cet endroit exact, le monde avait été un genre d'endroit. Et maintenant, tranquillement, irréversiblement, c'en était un autre. Il n'est pas entré immédiatement. Il est resté là. Pendant un instant dans l'embrasure de la porte, de la manière dont un homme se tient quand il n'est pas tout à fait prêt à avancer, mais n'est pas non plus disposé à détourner le regard. Il a regardé sa fille. Aubrey était assise dans son lit, paisible d'une manière qu'il n'avait pas vue depuis des mois. Pas performant la paix, pas prétendant, en fait paisible. Le genre de paix qui vit dans le corps, pas seulement le visage. Le genre qui vient après que quelque chose de lourd ait enfin été soulevé. Elle a levé les yeux et l'a vu, et elle a souri. Petit, calme, mais réel. Le genre de sourire qu'un père reconnaît instantanément, sans question, n'est pas le même que ceux qui l'ont précédé. Ses yeux sont passés d'Aubrey à Angela. Elle était à côté du lit, assise dans la chaise qu'elle avait faite sienne au cours de ses dernières nuits. La chaise qui était devenue, sans que personne ne le déclare,
la place où elle appartenait dans cette pièce. Elle l'a regardé en retour tranquillement, sans prétention, sans le genre particulier de nervosité que la plupart des gens ressentent quand un amiral les regarde. Quand un homme avec des décennies d'autorité et de commandement derrière lui tourne toute son attention vers vous. Angela n'a pas reculé sous cela. Elle ne s'est pas redressée, ni agitée, ni n'a détourné le regard. Elle a simplement rencontré son regard. La façon dont une personne rencontre le regard de quelqu'un, elle n'a rien à cacher d'eux. John Perkins avait passé toute sa vie dans des pièces où il était celui vers qui les gens se tournaient. Des pièces où un seul mot de lui pouvait changer la direction de tout ce qui se passait à l'intérieur d'elle. Il avait donné des ordres qui déplaçaient des navires à travers les océans. Il avait pris des décisions en quelques secondes que d'autres personnes n'auraient pas pu prendre en heure. Il avait passé des décennies à être l'homme que d'autres hommes suivaient, l'homme que d'autres hommes faisaient confiance, l'homme que d'autres hommes croyaient capable de réparer tout ce qui était cassé devant lui. Mais il n'avait pas réparé cela. Il avait amené sa fille au meilleur endroit qu'il connaissait. Il avait utilisé toutes les connexions qu'il avait. Il avait fait tout ce qu'un père avec ses ressources et sa portée et son refus têtu d'abandonner pouvait éventuellement faire. Et rien de cela, pas une seule pièce de cela, n'avait été la chose qui l'avait sauvé. La chose qui l'avait sauvé était plus silencieuse que tout cela, plus petite que tout cela. C'était une femme qui avait 28 ans et était nouvelle à cet étage et non connue par quiconque d'importance dans ce bâtiment. Une femme qui n'avait aucun titre, qui importait dans des pièces comme celle-ci. Pas de grade, pas d'autorité, pas de raison, par aucune mesure que le monde utilise habituellement pour décider qui importe et qui n'importe pas, pour être la personne qui a tout changé. Et pourtant, elle l'était. Il l'a regardée longtemps. La façon dont un homme regarde quelqu'un quand il essaie de trouver les mots pour quelque chose qui n'a pas de mots faciles. Quand la chose qu'il veut dire est plus grande que ce que le langage permet habituellement. Quand la gratitude, la vraie gratitude, le genre qui vit profondément dans la poitrine et ne s'en va pas, n'est pas suffisante et il sait que ce n'est pas suffisant. Et il cherche quelque chose qui se rapproche de la vérité de ce qu'il ressent. Il ne s'est pas précipité. Il n'a pas rempli le silence avec quelque chose d'automatique ou d'attendu. Il n'a pas dit merci, bien qu'il le pensait. Il n'a pas dit « tu as sauvé ma fille », bien que ce fût vrai. Il n'a pas cherché aucune des phrases que les gens cherchent dans des moments comme ceux-ci, celles qui sonnent justes, celles qui sont polies, celles qui reconnaissent ce qui s'est passé sans en honorer pleinement le poids. Il a laissé le silence s'installer. Il l'a laissé respirer. Et puis, quand il fut prêt, quand les mots avaient trouvé leur forme en lui, il a parlé « Oh, tu as fait ce que je ne pouvais pas faire ». Il l'a dit doucement. Pas avec la voix de commandement qui avait rempli des pièces pendant des décennies, pas avec l'autorité qui avait déplacé des flottes et façonné des stratégies et lui avait valu chaque médaille qui pendait au mur chez lui. Il l'a dit avec quelque chose d'autre entièrement, quelque chose qui vivait en dessous de tout cela, quelque chose de plus ancien et de plus silencieux et de plus honnête que le grade n'avait jamais été. Un battement de silence a suivi. La pièce l'a retenu. La lumière du soleil l'a retenu. Aubrey dans le lit l'a retenu. Regardant son père avec une expression qui portait sa propre compréhension tranquille de ce qui se passait. Et puis l'amiral John Perkins a dit un mot de plus. Sa voix est tombée plus bas, plus douce, plus lourde, avec un sens qui allait au-delà du simple son de cela. Un mot qui n'était pas juste un mot qui était un titre, une reconnaissance, une déclaration faite non pas lors d'une cérémonie ou dans une pièce formelle ou devant quiconque l'enregistrerait ou s'en souviendrait de la manière dont les choses officielles sont rappelées. Faite ici dans une chambre d'hôpital à la lumière du matin, entre un homme qui avait passé sa vie à commander le monde et une femme qui avait simplement choisi de prêter attention à une personne à l'intérieur de celui-ci, gardienne. Le mot a plané dans l'air comme certains mots le font quand ils ne sont pas seulement prononcés, mais donnés quand ils portent quelque chose d'une personne à l'autre qui ne peut être repris et n'a pas besoin de l'être. Il est resté là entre eux dans le calme, dans la chaleur de cette pièce.
et il signifiait tout ce qu'il était censé signifier. Cela signifiait « je te vois ». Cela signifiait « je sais ce que tu as fait ». Cela signifiait que le monde ne comprendra pas toujours cela, et les gens autour de toi ne sauront peut-être jamais pleinement ce que cela t'a coûté de rester, mais moi oui, je le vois, et je te donne la seule chose que j'ai qui s'approche d'être suffisante. Angela l'a regardé. Elle n'a pas souri. Elle n'a pas baissé la tête, ni pressé sa main sur sa poitrine, ni fait aucune des choses que les gens font quand on leur donne quelque chose qui les émeut et qu'ils veulent que l'autre personne sache que cela a atterri. Elle l'a simplement regardé, et puis lentement, elle a hoché la tête une fois. Un simple hochement de tête silencieux. Pas une performance, pas une reconnaissance offerte pour l'amour du moment. Juste la vérité, simple, sans hâte, honnête, d'une femme qui avait fait ce qu'elle a fait, non pas parce qu'elle voulait un titre ou une reconnaissance ou un mot qui lui soit dit dans une pièce ensoleillée. Elle l'avait faite parce que c'était la chose qui devait être faite et quelqu'un devait le faire et elle était là. Et le mot gardienne est resté dans la pièce longtemps après le silence qui l'a suivi. Il y a des fins qui s'annoncent. Vous pouvez les sentir venir. La façon dont une histoire se rassemble vers son moment final. La façon dont la musique enfle. La façon dont les mots commencent à porter le poids particulier de quelque chose qui est sur le point d'être dit pour la dernière fois. Ces fins sont satisfaisantes à leur manière. Elles vous disent que c'est ça. C'est ici que nous nous arrêtons. C'est l'endroit où l'histoire vit maintenant pour toujours dans l'espace qu'elle s'est fait à l'intérieur de vous. Mais il y a d'autres fins, plus silencieuses. Des fins qui ne s'annoncent pas du tout. Des fins qui arrivent comme l'aube arrive. Pas avec un son, pas avec un signal, pas avec aucune fanfare que ce soit. Juste un lent, graduel, presque imperceptible changement dans la lumière. Et au moment où vous le remarquez, c'est déjà arrivé. L'obscurité est déjà derrière vous et vous êtes déjà quelque part de nouveau. C'était une de ses fins. Aubrey Perkins était seule dans la pièce. Pas de la manière dont elle avait été seule avant. Pas de la manière dont elle avait été seule ces nuits, où les médecins partaient et le couloir devenait silencieux et le silence semblait d'un abandon. Pas de la manière dont elle avait été seule quand la douleur venait et que personne n'était là pour la voir. Et le seul son dans la pièce était sa propre voix, brisée par quelque chose d'invisible et de cruel. Cette solitude, le genre qui vit dans le corps, le genre qui s'installe dans vos os quand vous avez souffert dans un endroit où personne ne reste. Cette solitude était partie. Elle s'était levée tranquillement sans cérémonie. La façon dont certaines choses se lèvent quand la chose qui les causait a finalement vraiment été retirée. La pièce se sentait différente maintenant, plus chaude. Non pas parce que la température avait changé, ou parce que quelqu'un avait ouvert une fenêtre ou ajusté la lumière, mais parce que quelque chose s'était passé à l'intérieur de ces murs qui avait changé la façon dont l'espace lui-même se sentait. Quelque chose avait été fait ici qui importait. Quelque chose avait été vu et témoigné et répondu. Et la pièce de la manière dont les pièces retiennent parfois le résidu des choses qui se sont passées à l'intérieur d'elle, portait cela avec elle maintenant. Une chaleur, un sentiment calme et persistant que c'était un endroit où quelque chose de bon s'était produit. Aubrey s'est assise dans le lit. La lumière du soleil était toujours là, plus douce maintenant, se déplaçant lentement sur le sol comme elle le fait en fin de matinée. Sans hâte, sans précipitation, comme si même la lumière comprenait que ce moment n'avait pas besoin d'être rempli de quoi que ce soit d'autre que lui-même. Elle a regardé autour de la pièce un instant, la fenêtre, les murs, l'air calme et immobile qui l'entourait. Et puis ses yeux se sont déplacés vers la table de chevet. Il y avait une carte là, une vierge simple, blanche, le genre de carte qui pouvait être n'importe quoi. Une lettre, une note, un message, une promesse. Elle ne portait pas encore de mots, pas encore de sens. C'était juste une carte qui attendait.
La façon dont les choses vierges attendent patiemment sans attente que quelqu'un décide ce qu'elles vont devenir. Aubrey a tendu la main vers elle. Elle l'a tenue dans ses mains un instant, la retournant, sentant son poids, la texture du papier contre ses doigts, et puis elle a tendu la main vers le stylo qui était posé à côté sur la table. Elle l'a tenu un instant aussi, sans se presser, sans essayer d'atteindre les mots avant que le sentiment derrière eux ne se soit pleinement formé. Elle est restée assise avec cela, la carte, le stylo, le calme de la pièce. La façon dont une personne s'assoit avec quelque chose quand elle sait que ce qu'elle est sur le point de faire importe. Pas d'une manière grandiose, pas d'une manière que le monde verra ou enregistrera ou se souviendra, mais d'une manière qui est vraie, d'une manière qui est de la leur. Et elle a commencé à écrire. Les mots se sont déplacés sur la carte lentement, avec soin. Le stylo se déplaçant de la manière particulière dont il se déplace quand quelqu'un ne met pas juste des lettres sur une page, mais met quelque chose de lui-même là. Quelque chose qui vivait à l'intérieur d'eux non dit depuis un moment. Quelque chose qui avait besoin d'un endroit pour atterrir. Quelque chose qui ne pouvait plus rester où il était. Nous ne voyons pas les mots. La caméra, s'il y avait une caméra, se concentrerait sur sa main, sur le stylo, sur le mouvement lent et silencieux d'écriture, mais elle ne nous montrerait pas ce qu'elle écrit. Et elle n'aurait pas besoin de le faire parce que le public sait déjà. Ils savent à cause d'une carte sur une table de cuisine dans un appartement calme, dans une scène qui s'est passée au tout début de cette histoire. Une carte d'anniversaire à moitié écrite qu'Aubrey avait commencé pour sa mère des semaines après sa mort et n'avait jamais terminé. Une carte qui est restée là ouverte, incomplète sur la table de la cuisine à côté d'une tasse de café froid. Une carte qui n'était pas sur la célébration. C'était sur le deuil, sur la perte, sur l'impossibilité douloureuse particulière de dire les choses que vous avez besoin de dire à quelqu'un qui n'est plus là pour les entendre. Cette carte avait été une blessure ouverte, quelque chose vers quoi Aubrey s'était tendue et qu'elle n'avait pas pu finir parce que le finir signifiait accepter quelque chose qu'elle n'était pas encore prête à accepter. Cette carte est différente. Cette carte n'est pas pour sa mère. Cette carte n'est pas sur le deuil. Elle n'est pas sur la perte ou la douleur ou les longues nuits brutales qui étaient venues avant ce matin. Elle est sur quelque chose d'autre entièrement. Quelque chose qui n'avait pas existé dans la vie d'Aubrey quand cette première carte avait été laissée inachevée sur la table de la cuisine. Quelque chose qui était entré dans sa chambre d'hôpital lors d'un quart de nuit calme et s'était assis à côté d'elle et était resté. Cette carte, celle-ci, elle la finira. Et en la finissant, quelque chose se ferme. Pas avec force, pas avec drame, pas avec le bruit d'une porte qui claque, ou d'un chapitre qui se termine, ou d'une dernière réplique livrée avec tout le poids de tout ce qui l'a précédé. Elle se ferme de la manière dont une blessure se ferme lentement, tranquillement avec le temps. La façon dont le chagrin se ferme, non pas en disparaissant, mais en devenant quelque chose que vous pouvez porter sans qu'il vous écrase. La façon dont une histoire se ferme quand elle a dit tout ce qu'elle avait besoin de dire, et la seule chose qui reste est le silence qui vient après. Aubrey a écrit. Le stylo a bougé, la pièce est restée silencieuse. La lumière du soleil s'est déplacée un peu plus loin sur le sol, et la carte s'est remplie lentement, mot par mot, des choses qui devaient être dites, des choses qui ne pouvaient plus rester à l'intérieur d'elle. Les choses qui n'avaient nulle part ailleurs où aller sauf ici sur cette page, dans cette pièce, en ce moment qui n'appartenait à personne d'autre qu'à elle. Et puis elle s'est arrêtée. Elle a tenu la carte dans ses mains un instant de plus, la regardant, lisant ce qu'elle avait écrit ou ne le lisant pas, la tenant simplement. La façon dont vous tenez quelque chose quand vous n'êtes pas tout à fait prêt à le laisser partir, mais vous savez que le fait de le tenir était presque terminé. Et puis doucement, elle l'a retourné et elle l'a placé face vers le bas sur la table de chevet et elle l'a laissé aller. La carte est restée là sur la table à la lumière face vers le bas, ses mots cachés. Son sens connu seulement de la personne qui les avait écrits
et de la personne à qui elle était destinée. Et c'était suffisant. C'était exactement suffisant parce que pas chaque message est destiné au monde. Certains messages sont destinés à une personne. Et l'écriture d'eux, l'acte de les poser, de leur donner un endroit pour exister en dehors du corps qui les avait portés, est la chose qui compte. Pas qui les lit, pas s'ils sont vus, juste le fait qu'ils étaient finalement, après tout, écrits. La pièce était silencieuse maintenant d'une manière qu'elle n'avait pas été silencieuse avant. Pas le silence du vide, pas le silence de la solitude ou de l'absence, ou l'immobilité particulière qui vient quand personne n'est là et que personne ne vient. C'était un autre genre de silence, un genre plein. Un silence qui n'attendait pas que quelque chose se passe, mais qui existait simplement, reposant dans l'espace où quelque chose l'avait déjà fait. Et la voix off est venue lentement, doucement, presque chuchotée. Pas la voix de quelqu'un livrant d'une conclusion, pas la voix de quelqu'un qui conclut les choses ou lit les bouts de yashish ou dit au public ce qu'il doit ressentir. C'était la voix de quelqu'un offrant quelque chose. Une vérité, une petite, une silencieuse. Le genre de vérité qui n'a pas besoin d'être forte pour être réelle. Chaque nuit quelque part dans ce monde, quelqu'un souffre d'une douleur que personne ne peut expliquer. Les mots se déplacent à travers le silence de la pièce comme la lumière se déplace à travers l'eau. Doucement sans force touchant tout ce qu'ils traversent. Et quelque part, il y a une personne qui remarquera. Un battement de silence. La pièce l'a retenu. La carte sur la table l'a retenu. La lumière du soleil, toujours en mouvement, toujours chaude, toujours sans hâte, l'a retenu. Qui restera? Un autre battement plus long cette fois. Le genre de silence qui n'est pas vide mais plein. Plein de tout ce que les mots ont porté, et de tout ce que l'histoire a construit, et de tout ce que le public a ressenti du tout premier moment de cette vidéo à celui-ci. Qui ouvrira l'oreiller? Les mots se sont installés dans le silence comme les pierres s'installent dans l'eau doucement, en permanence sans perturber la surface. Qui écoutera? Et puis un battement de plus, un moment de silence de plus. Assez longtemps pour sentir, assez longtemps pour s'y asseoir assez longtemps, pour que le public comprenne que ce qui vient d'être dit ne concerne pas seulement Aubrey. Cela ne concerne pas seulement Angela. Cela ne concerne pas seulement cette histoire dans cet hôpital cette nuit particulière. Cela concerne chaque personne qui a déjà souffert et s'est sentie invisible. Et chaque personne qui a déjà choisi tranquillement sans reconnaissance, sans récompense de les voir, cette personne existe. Une pause. Et parfois, ils sont déjà juste à côté de vous. La pièce n'a pas changé. La lumière du soleil ne s'est pas déplacée plus vite ou plus lentement qu'elle ne l'avait fait tout le temps. La carte est restée où elle était, face vers le bas sur la table, gardant ses mots près d'elle-même. Et Aubrey est restée où elle était, assise dans la lumière chaude, dans le calme, dans la paix qu'il avait finalement, après tout, trouvée. Et l'écran est devenu sombre. Pas soudainement, pas avec une coupure ou un claquement, ou aucune des fins abruptes qui volent le moment au public avant qu'il n'ait eu la chance de le sentir pleinement. Elle est devenue sombre de la manière dont la lumière était entrée ce matin-là, lentement, doucement. La façon dont les choses se terminent quand on leur a donné le temps et l'espace pour se terminer correctement. La façon dont un souffle est relâché. La façon dont une main lâche et l'histoire était finie. Non pas parce que tout avait été résolu, non pas parce que chaque blessure avait guéri, ou chaque question avait été répondue, ou chaque chose cassée avait été remise ensemble comme elle l'était avant, mais parce que la chose qui devait être dite avait été dite. La chose qui devait être vue avait été vue. La chose qui devait être faite par Angela, par le détective Anwin, par les forces calmes, têtues, sans ordre d'attention et de justice et d'amour avait été faite. Et quelque part dans le silence qui a suivi, dans l'obscurité, dans l'espace où l'histoire avait vécu et respiré et compté, une carte était posée face vers le bas sur une table de chevet, avec des mots dessus que personne d'autre que la personne à qui elle était destinée ne lirait jamais.
et c'était suffisant. Cela allait toujours être